Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de textile dans le désert avec Dominique Cardon, qui est un de ces personnages extraordinaires que la vie d'archéologue et les chantiers exotiques permettent de rencontrer. Elle est présentement directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des textiles et des teintures naturelles de l'Antiquité au Moyen-Âge. Mais elle n'a pas toujours pratiqué ses recherches dans ce cadre académique du CNRS. Qu'on en juge. Elle a d'abord acquis une solide expérience de tisserande en Irlande en 1968 à 1970, puis au cours d'un séjour au Pérou en 1971, séjour au cours duquel elle a non seulement étudié les textiles anciens à Lima, mais elle a aussi appris le filage de l'alpaga et du coton au fuseau, le tissage sur métier à ceinture, la teinture aux plantes naturelles en Amazonie, chez les Campas de la province de Satipo. Rentrée en France, elle a mis en pratique le savoir acquis en mettant sur pied un atelier de teinture et de tissage dans la montagne Cévenol, expérimentant des recettes de teinture médiévale et en travaillant pour la haute couture, Chanel, Catherine MacLean, etc. Et tissant des tweeds de laine, de la soie, les teignant avec des teintures naturelles et produisant des tissus de cachemire, de poils de chameau, de soie ou de fil d'or et d'argent. C'est dire que lorsque, après son doctorat passé en 1990, le CNRS la recrute comme chercheur dès 1991, c'est une professionnelle chevronnée, une praticienne qui va pouvoir développer des recherches historiques en connaissant les métiers d'expérience. Sa thèse de doctorat portait sur la technologie de la draperie médiévale d'après la réglementation technique du nord-ouest méditerranéen, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon, la Catalogne, Valence et Majorque à la fin du Moyen-Âge. Et pendant de nombreuses années, ces recherches porteront sur les tissus et les teintures au Moyen-Âge, donnant lieu à une série d'ouvrages, dont le monumental « La draperie au Moyen-Âge, essor d'une grande industrie européenne », paru en 1999 au CNRS. Elle publie aussi des recherches sur les teintures elles-mêmes, dont son célèbre « Le monde des teintures naturelles », paru chez Belin en 2003, traduit en anglais et réédité plusieurs fois, dont cette année même, dans une édition augmentée et refondue. Cet ouvrage faisait suite à un autre qui avait un titre très amusant qui s'appelle « Les vers du rouge » et qui portait sur les insectes tinctoriaux au Moyen-Âge et qui avait été publié beaucoup plus anciennement en 1990. Dans la même veine, ses recherches d'archives lui ont permis d'étudier et d'éditer des carnets de teinturiers qui éclairent de l'intérieur les pratiques du métier, et cela a notamment donné un livre intitulé « Mémoire de teinture, voyage dans le temps chez un maître des couleurs », paru en 2013. Dominique Cardon s'est aussi investi dans l'organisation de plusieurs congrès internationaux sur les teintures naturelles en Inde, en Corée du Sud, à Taïwan et en France. Ces congrès, patronnés par l'UNESCO, lui ont d'ailleurs valu la médaille « Penser et construire la paix », décernée par l'UNESCO même en 2006. L'ensemble de ces recherches a été aussi couronné par l'attribution de la médaille d'argent du CNRS en 2011, ce qui est une rare distinction pour une spécialité aussi pointue. Toutefois, malgré une importante production d'articles, d'éditions de colloques dans plusieurs langues, qui lui prenait presque tout son temps de chercheuse, Dominique Cardon ne s'est pas interdit de poursuivre et d'élargir ses recherches en dehors de la période médiévale, en s'attaquant à la fois aux textiles néolithiques de Charavine dans les Alpes et aussi aux extraordinaires textiles trouvés sur une des étapes de la route de la soie, sur les sites de la Kéria, dans le désert du Taklamakan, découvert par la mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang. Enfin, je suis très heureux, et je crois qu'elle l'est aussi, de l'avoir entraînée sur une autre route millénaire du commerce vers l'Orient, la route maritime par la mer Rouge et la route terrestre à travers le désert oriental d'Égypte.
C'est en effet Dominique Cardon qui, depuis les débuts du programme sur les forteresses romaines du désert oriental, s'occupe des tissus que nous trouvons dans les dépotoirs et les casernements. S'occuper des tissus, cela veut dire qu'avec ses complices restauratrices, elle les nettoie, les étudie au binoculaire, les analyse, les photographie et les remet dans leur contexte technologique et historique. Ce sont les résultats de ces recherches que je lui ai demandé de présenter aujourd'hui, car les tissus et les vêtements ont fait partie des marchandises qui étaient importées et exportées. Or, ce sont des objets périssables, et seuls les ports de la mer Rouge et les forts du désert ont conservé des vestiges susceptibles d'être mis en rapport avec ce commerce. Je cède maintenant donc la parole à Dominique Cardon, qui présentera une synthèse de ses travaux sur les textiles trouvés dans le désert oriental, puis nous lui poserons des questions complémentaires afin d'ouvrir le débat sur les échanges commerciaux à courte et à longue distance. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis et collègues, en fait, c'est Jean-Pierre Brun qui, le premier, a pressenti quel trésor d'informations sur l'histoire et l'économie du textile recelaient les présidiats du désert oriental d'Égypte. Avant de vous présenter les lieux et le contexte de ces découvertes, j'attire votre attention sur l'aspect important de cette première image, qui n'est pas, comme on pourrait le penser, le décor à la fois imposant et austère dans lequel vivaient les gens qui nous ont légué les textiles dont nous allons parler, ni même les personnages sur l'image, dont vous voyez ici moi-même, il y a à peu près 15 ans, très perplexe devant la découverte d'un coussin dans le dépotoir de Didumoy. C'est ce coussin qui est le héros de l'histoire que nous allons développer maintenant, et on va le retrouver à plusieurs reprises dans mon exposé. Les présidiats, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir déjà grâce au cours de Jean-Pierre Brun, sont des forteresses romaines qui jalonnaient 2 routes de caravane du Nil à la mer Rouge. La première de Coptos à Myosormos, nous allons parler des textiles de Maximianon et de Crocodilo. La deuxième de Coptos à Bérénice, et nous allons parler sur cette route des textiles de Didumoy, de Dios et de Xéron Pélagos. Et enfin, ces forteresses dont le but était à la fois d'assurer la sécurité sur les routes de caravane ou dans les sites de carrière et de fonctionner comme point d'approvisionnement en eau. Nous allons aussi étudier les textiles venus d'un site de carrière domitiané, Caïné-Latomia. Ces travaux sont des travaux d'équipe, une équipe interdisciplinaire avec les papyrologues qui sont à l'initiative de cette série de fouilles dont les résultats sont exceptionnels, et les archéologues, bien entendu, dont Jean-Pierre Brun est un fidèle pilier, et les ostracas, donc les papyrologues nous apportent énormément d'informations aussi, et même au niveau textile, c'est nécessairement un travail d'équipe. Le travail est tellement énorme que j'ai dû être aidée, quand elle le pouvait, par une amie anglaise, un grand chercheur du textile, Hero Granger Taylor, et puis Daniel Nadal, dont la contribution est extraordinaire pour la mise en beauté des textiles. Et ensuite, pour compléter les résultats d'analyse, il nous faut faire appel à des amis chimistes, dont Witold Nowik. Et je ne mentionnerai pas ici tous les spécialistes des différents aspects de l'analyse des matériaux trouvés dans les vestiges. Je vous montre cette série de sites dont on va voir les textiles, et je ne vous en montre que les forts eux-mêmes et puis les dépotoirs. Crocodilo, Didumoy. On va s'arrêter un peu à celui-ci. Pourquoi les dépotoirs? Parce qu'en fait, ce sont les seules sources des vestiges textiles que nous allons étudier.
il n'y a pas de nécropole, sauf quelques sépultures aux alentours de Cainé, de Domitiane Cainé Latomia. Le reste, nos sources sont les dépotoirs. Il n'y a pas de nécropole parce que les soldats étaient souvent, quand ils étaient malades, renvoyés sur la vallée. Et on n'a donc pas de sépulture avec tous les vêtements portés par une personne choisie pour la représenter dans la mort et généralement presque entièrement conservés. Ce que nous avons, c'est des milliers de chiffons qui sont entassés dans ces dépotoirs. Je m'arrête ici sur celui dit Dumoy parce que c'était le plus énorme, vous le voyez ici, en avant du fort, et aussi parce que vous voyez ici l'importance capitale des fouilleurs qui, avec un soin méticuleux, trient les différents types de vestiges et tamisent et vont nous apporter les textiles mis en sac. Et c'est là que, évidemment, le travail va commencer. Vous voyez aussi donc l'importance, l'épaisseur de ces dépotoirs, dont une grande partie consiste en ostraca, bien entendu, et en textile et d'autres matériaux. Et les autres vestiges sont extrêmement importants. Je suis là pour vous parler de textile, mais certainement pas pour minimiser l'importance des autres découvertes. Parmi lesquels, donc, vous voyez, il y a du cuir servant aux chaussures ou du cuir peint, des céramiques, des témoignages assez rares du commerce international avec ce bloc de verre découvert à Didumoy, et puis surtout les ostracas, donc ces inscriptions sur poterie qui permettent très souvent, enfin, quand on a de la chance de dater, qui portent des dates elles-mêmes, ou dont les événements décrits permettent une datation. Et ces datations sont d'autant plus intéressantes et précises que les textiles qui sont découverts dans les différentes couches peuvent être mis en relation avec le travail extraordinaire qu'ont fourni les archéologues, et en particulier Jean-Pierre Brun, pour travailler sur la stratigraphie des dépotoirs, ce qui nous permet quelquefois d'avoir une datation précise, comme celle-ci, pour des objets très importants. On retrouve ici donc le coussin dont je vous parlais dès le début, et qui a une importance symbolique, mais aussi particulière. En fait, c'est un exemple rare d'un objet complètement conservé avec ses 4 lisières, avec sa fonction relativement clairement donnée par justement son remplissage. L'iconographie, puisque c'est une des voies, une des méthodes que nous employons pour donner un peu de contexte aux textiles fragmentaires que nous trouvons, c'est l'iconographie contemporaine, et on voit sur cette image que ces coussins étaient extrêmement employés dans les scènes de banquet, on les retrouve, mais on les retrouve aussi sur tous les sites que je vous ai mentionnés, avec ce style de fabrication extrêmement standardisé, toujours ce type de tissage, ces fines rayures rouges et blanches sur fond blanc. Et donc il s'agit là d'une production de masse et qu'on retrouve dans plusieurs parties de l'Empire romain. L'intérêt de ce textile, c'est aussi de montrer l'importance du recyclage. En fait, on a les textiles qui ont été abandonnés dans les dépotoirs au terme de leur usage, et d'un usage qui peut être très long, qui inclut reprisage, port de vêtements usés, rassemblage de pièces. Et dans ces coussins, quand on l'ouvre, on n'a pas seulement le rembourrage, un rembourrage qui est encore utilisé actuellement en Égypte avec des inflorescences d'une plante qui pousse dans le désert et dans les wadis, qui est Aerva persica, mais, surprise, des coussins. Donc c'était un rembourrage de tissu encore plus vieux que le coussin, et à l'intérieur de ce coussin, encore un second exemple de recyclage, c'est ce qu'on a appelé les kentrones, c'est-à-dire ce sont des espèces de liasses de tissu, de chiffon, piqués ensemble, un genre de patchwork en petits carrés ou en plus grande surface, et qui eux-mêmes rassemblent des chiffons déjà très anciens.
Cela veut dire qu'on a dans ces sites à tenir compte de la datation possiblement très ancienne. Et aussi, la réutilisation à plusieurs reprises de ces tissus permet d'expliquer qu'on puisse avoir dans certains de ces kentrones en particulier, mais pas seulement, des tissus de grand luxe qui nous donnent une vision un peu plus large des textiles utilisés dans la société égyptienne de l'époque. Les sites que nous étudions étant des sites où habitaient principalement des gens relativement modestes, des soldats, des officiers de rang pas très très élevé, mais on a retrouvé suffisamment de textiles pourpres pour multiplier par 2 ou 3 le nombre des tissus teints à la vraie pourpre qui étaient connus jusqu'ici pour cette époque. Vous avez ici un exemple donc, de ce fragment de tunique qui a été découvert dans le kentron que vous venez de voir et qui, évidemment, ça ne demande pas beaucoup de pourpre, mais c'est de la vraie pourpre, et qui, par ce biais de recyclage, peut fort bien avoir été beaucoup plus ancien que la date de 96 de notre ère, qui était celle du dépôt du coussin. Et vous voyez ici les parallèles qu'on peut établir avec ce sarcophage environ du début de notre ère. Le travail, la méthode employée. On a vu les fouilleurs, on les a vus fouiller, on les a pas vus tamiser, et ils nous apportent des sacs avec des textiles qui correspondent à des lieux, des dates, enfin des couches en tout cas du dépotoir. Si nous arrivons plus tard que les archéologues d'une semaine ou deux, nous trouvons des rangées de grands sacs poubelles en plastique noir entièrement pleins de sacs de textiles. Alors il y a des grands sacs avec un grand morceau de tapis en poil de chèvre noir, par exemple, ou des sacs moyens avec peut-être 25 ou 30 fragments, plus ou moins petits, qui représentent des textiles différents. Donc c'est un travail considérable et pour lequel on a besoin d'être plusieurs. Et je rends ici hommage au travail le plus ingrat de tous, c'est-à-dire celui d'Annie Nadal, qui depuis le début de ses fouilles en 1997 m'accompagne chaque fois qu'elle le peut pour préparer les tissus. Il faut les dépoussiérer, vous avez vu dans quel état ils sont dans la diapo précédente. Il faut les dépoussiérer, les mettre à plat, ou bien les mettre à plat ou les mettre en forme. Et elle arrive à faire donc des travaux extraordinaires avec presque rien. Et tous les ans, il faut remettre, depuis un local qui est complètement abandonné, il faut remettre en état un petit laboratoire de soins d'urgence pour les textiles et travailler avec des milliers de textiles pour que je puisse les étudier, puisqu'en fait le travail du textile demande de pouvoir lire le textile, pouvoir en observer le sens de torsion des fils et de torsion ou retorsion, en suivant le cas, savoir comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres, de manière plus dense ou plus lâche, distinguer l'armure, c'est-à-dire la manière dont s'entrecroisent les fils de chaîne et de trame dans le cas d'un tissu. Et tout cela nous permet de caractériser mieux des types, même pour le type de tissu le plus simple qui est la toile, on a des différences très, très sensibles, comme vous le voyez ici, avec ces deux toiles dont l'une est extrêmement fine, elles sont très très grossies ici, et l'autre un peu plus grossière. On arrive ainsi à discerner l'apparition dans ces sites pour la première fois, avec les autres sites de Présidia, bien entendu, je n'étudie pas tous les Présidia, d'armures complexes, c'est-à-dire des armures, dans le cas de gauche, des tactées, ce sont des systèmes de tissage qui permettent une reproduction mécanique du décor en largeur, en trame, et la réalisation de tissus qui sont réversibles. Une des couleurs apparaissant en négative sur la face que l'on ne voit pas. Ces tissus sont principalement des tissus d'ameublement et notamment utilisés comme couverture de coussins. On le sait parce que certains coussins ont été conservés qui sont couverts avec des tactés.
Et puis un autre type de textiles complexes qui sont apparus en assez grand nombre grâce à l'étude de ces divers présidia sont les damassés à carreaux, qui sont aussi des tissus assez difficiles à réaliser et qui nous posent la question de l'utilisation de tel ou tel type de métier à tisser. On a longtemps pensé plutôt au métier vertical à 2 ans souple, qui est très utilisé à Rome à cette époque. Moi, j'avais pensé aussi pour les damassés à une espèce d'évolution à partir du métier égyptien, mais beaucoup plus ancien, qui était connu, le métier à 2 barres horizontales, où 2 personnes, le tisserand était aidé par un aide qui aurait pu sélectionner les fils, les nappes de fils, de manière à réaliser ces tissus complexes que sont les damassés. La théorie actuellement, enfin l'hypothèse la plus partagée par les historiens des techniques textiles est celle d'un métier qui s'apparenterait à celui qui est encore utilisé actuellement en Iran pour tisser les tapis, qui s'appelle zilou, et qui permet, moyennant donc des systèmes de sélection des nappes de fils, de réaliser des dessins complexes et notamment des tactés. Dans certains cas, on n'a absolument aucune référence. Je vous ai montré jusqu'ici des textiles pour lesquels on a des groupes qu'on retrouve d'un site à l'autre. Dans certains cas, on se trouve devant un objet non identifié jusqu'à ce qu'on l'étudie dans ce sous-casque. Vous voyez comment il a pu être utilisé comme sous-casque, comme substitut de casque en métal, qui est un travail extraordinaire, un tissage tridimensionnel réalisé en forme et qui suppose de pouvoir installer des boucles de fils pour faire ces nœuds, en fait, ces boucles coupées, sur les 2 faces du tissu. Le résultat de tous ces travaux, c'est de donner de la couleur. En fait, vous avez vu ces sites avec ce désert qui est dans les beiges, les gris. Nos travaux, les textiles que nous étudions, une fois dépoussiérés, font apparaître une espèce de feu d'artifice de couleurs. Ils donnent aussi une idée un peu moins austère. Ils montrent que la vie dans le désert était à la fois relativement confortable, puisqu'on a ici des éléments de tenture avec ces tapisseries, et puis donc des tentures très colorées souvent, et puis des tapis qu'on retrouve dans presque tous les sites à l'état de fragments, mais très beaux. Celui de Xéron à droite est extrêmement bien conservé. Ces travaux donnent aussi l'aspect humain de ces sites, parce que grâce à la contemporanéité des textiles avec certains portraits du Fayoum et l'extraordinaire correspondance de certains fragments avec ce que portent ces portraits, on arrive à mieux se souvenir que ces textiles ont été portés par des gens qui vivaient au début de notre ère, et ça donne beaucoup de la dimension humaine de ce travail. C'est ce que j'ai choisi de développer ici et dans mes travaux, c'est-à-dire non pas donner l'accent seulement sur les tissus extraordinaires, mais essayer de travailler sur la quantité, puisqu'on a cette possibilité d'avoir ces milliers de textiles. Les résultats de leur analyse ont une certaine valeur statistique. Et donc, je vous ai donné, par exemple, ici, l'exemple de la tunique la plus commune, le vêtement le plus commun de l'époque dans tout l'Empire romain. C'est le t-shirt de l'époque, avec ces 2 pièces qui sont tissées l'une à la suite de l'autre, ensuite coupées, rassemblées lisière contre lisière en laissant la place de la tête. Après, on tourne la tunique à 90 degrés et on coud les côtés sous les emmanchures et on se retrouve avec un vêtement dont on ne retrouve pas, on n'a pas retrouvé une seule tunique entière sur aucun des présidia. Mais on trouve des grands morceaux comme celui-ci, par exemple, qui contient la moitié d'une largeur de tunique. Et en comparant ceci avec des découvertes qui sont faites dans d'autres types de sites, notamment des sites de sépulture comme la grotte des Lettres en Israël actuelle,
on s'aperçoit que ces dimensions sont relativement standardisées. Cette dimension, cette largeur de 90 cm correspond exactement à 6 tuniques entières de la grotte des Lettres. Les autres exemples de tuniques entières et les autres fragments que nous avons retrouvés sur les présidia donnent une idée de production assez standardisée avec en gros 3 tailles, c'est-à-dire petit, moyen, grand, pratiquement comme dans l'industrie textile actuelle. Et on a aussi, à partir du grand nombre de tuniques conservées et identifiables grâce à leur clavis, ces bandes décoratives en trame de couleurs contrastées avec le fond, on peut essayer de se poser des questions du type est-il réellement assuré qu'il n'y ait pas eu d'uniforme à l'époque romaine, de l'Empire romain, comme c'est accepté par la majorité des personnes qui étudient l'armée romaine. Comme on trouve des associations de couleurs assez particulières, je me suis posé la question, j'ai mis ça en relation avec la datation de ces tuniques que je ne pouvais pas faire entrer dans ce tableau. Et on voit qu'il y a une nette prédominance de recherche de tuniques avec un décor de pourpre, fausse pourpre ou vraie pourpre. Mais on voit aussi des associations de couleurs qui sont assez caractéristiques d'une période, qui correspondent à un type de filage particulier et qui laisseraient penser qu'elles correspondent à un moment où les gens qui les ont, juste avant que les gens les abandonnent dans le dépotoir, on avait un groupe de soldats bien particulier. On va y revenir. Mais évidemment, il est intéressant de corréler ces associations de couleurs, de combinaisons de couleurs, avec le filage de ces tuniques, les systèmes de filage en chaîne et en trame, puisqu'il y a eu très longtemps cette espèce de consensus sur le fait que, et c'est vrai, que les Européens, en gros, filent en Z avec un fuseau, en tournant le fuseau vers la droite, et que les Égyptiennes plutôt, les fileuses, avaient tendance à plutôt filer en S, qui était un héritage du filage du lin, qui est toujours filé en S. Et en fait, ce qu'on voit arriver dans l'Égypte de l'Empire romain, c'est une espèce d'influence, de mélange, peut-être des fileuses d'origine grecque, dont la famille est venue s'installer en Égypte, qui gardent leur tradition, qui l'enseignent à leurs esclaves ou qui s'initient à la manière de filer égyptienne. On ne sait pas exactement, on a l'impression qu'il y a déjà un mélange d'influence et de tradition. Et on voit ici donc le résultat, c'est que dans ces présidia, la grande majorité des tuniques sont filées suivant la tradition égyptienne, avec tous les fils, la chaîne, la trame de fond et la trame du clavus filés en S. Et donc, ça attire notre attention d'autant plus sur les exceptions et on va essayer de trouver des origines, des explications pour ces tuniques qui sortent du commun. L'abondance des quantités, des documents disponibles, là je ne vous présente que des tuniques qui ont été entièrement analysées complètement. On a aussi encore plein de fragments, majorité de fragments qui n'ont pas encore été étudiés, qui permet d'avoir des idées sur la finesse moyenne de filage de ces tuniques. Et ça me permet d'introduire aussi l'importance de l'archéologie expérimentale. Donc, on arrive à faire des moyennes d'après ce qu'on observe sur nos fragments. Ensuite, ça nous permet, étant donné qu'on connaît les comptes en chaîne et en trame, le nombre de fils disposés par centimètre, et mis en relation avec les dimensions des tuniques, on arrive à proposer des quantités de fils nécessaires pour réaliser ce vêtement. Et à partir de là, l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire le travail de collègues qui se sont entraînés à filer suivant différentes méthodes, on peut proposer, à titre d'hypothèse, des ordres de grandeur probables, possibles, acceptables, pas forcément exacts, pour des temps de travail, des temps de réalisation. Pour cette quantité de fils, donc c'est de l'ordre
Ce qui reste incertain, c'est si une seule fileuse se chargeait de toute une tunique, c'est-à-dire qu'après avoir fait son fil, elle commençait à tisser la tunique elle-même, ou si des groupes de fileuses fournissent le fil nécessaire à un tisserand ou une tisserande qui va se charger de la réalisation du vêtement. J'aurais tendance à penser que, comme ça se passe dans l'industrie du Moyen-Âge beaucoup plus tard en Europe, on a des groupes de fileuses qui travaillent pour un ou une tisserande. Le tissage lui-même demande aussi un recours à l'archéologie expérimentale et rendu encore plus difficile à évaluer du fait qu'on suppose que les tuniques sont faites sur deux types de métiers à tisser, suivant l'origine des tisserands. Le métier à deux barres que je vous ai présenté, vertical, et sans doute aussi en partie le métier vertical à poids, qui est un héritage du monde européen, mais dont on sait qu'il est diffusé dans le Levant, notamment en Palestine et en Égypte sur certains sites où on retrouve des pesons. Donc en gros, une évaluation assez large mais quand même intéressante, c'est qu'il faut à peu près, on peut mettre 22 heures à 24 heures pour tisser un mètre carré, 8, c'est-à-dire la surface d'une tunique. C'est donc le type de résultat que nous permettent cette étude de grand nombre. À partir de là, vient l'intérêt pour l'histoire économique et l'histoire sociale, évidemment. Je vous ai mis ici des comparaisons avec les salaires ou les prix de produits qui ont pu être assemblés par nos collègues qui ont étudié les papyrus, et notamment Johnson et plus récemment Drexhag. On voit que on a quand même la tunique est un vêtement qui est tout à fait accessible à des classes moyennes, puisqu'on a là des prix pour pas mal de tuniques qui se correspondent et qui sont intéressants à mettre en relation avec les temps de travail que je vous mentionnais. On a fait le même travail avec l'autre. Alors oui, on a la tunique type, et puis on a des tuniques qui apparaissent au fin second, début IIIe siècle, qui nous donnent d'autres types de renseignements, non plus sur le temps de travail, sur la place dans l'économie et dans les prix et salaires de l'époque, mais qui parlent de possibles influences et de possibles voyages d'un pays à l'autre de la Méditerranée orientale. Avec ce groupe de tuniques dont on a des fragments sur les différents sites, mais surtout à Didumoy, qui correspondent donc à une iconographie égyptienne, mais surtout à une iconographie qui nous renvoie à la Syrie, et notamment à Palmyre, avec des équivalents qui sont ces tombeaux de Palmyre, qui correspondent très très étroitement avec les fragments de tunique de Didumoy. Et ce qui m'a permis de faire des comparaisons avec, vous voyez qu'à Didumoy, plusieurs tuniques correspondent à ces décors en pointe de flèche, et on en trouve, à ma connaissance, d'équivalents pour l'instant que pour Palmyre et pour Dura Europos. Et le fait qu'on ait plusieurs fragments et non pas juste un ou deux permet de montrer qu'il y a plus de variété que ce qu'on pensait jusque-là, avec des croisements entre les systèmes de filage, la technique de rencontre entre la trame de fond et la trame de couleur des motifs qui diffèrent et qui sont soit semblables dans les fragments d'Idimoy à ce qu'on trouve en Syrie, soit différents, ce qui tend à indiquer que les tisserands égyptiens se sont inspirés de ces modèles qui ont dû être apportés par des soldats palmyréniens. Et Hélène Cuvigny et Adam Bülow-Jacobsen, les papyrologues qui travaillent sur les sites et qui nous fournissent en information
sur les textes qui peuvent être mis en relation avec les tissus que nous étudions ont confirmé que l'époque, la datation de ces fragments textiles correspond à une époque entre 177 et 240 de notre ère, où on sait que des soldats palmyréniens étaient en poste à Didumoy. Et Hélène Cuvigny a même publié une liste de noms de ces soldats qui a été retrouvée et qui comporte à la fois des gens qui ont un nom sémitique, probablement des vrais palmyréniens, et des noms égyptiens associés avec le culte du dieu Geb à Coptos. Donc on a déjà donc ces influences, ces rencontres, ces mélanges de techniques. On peut faire le même travail avec le second vêtement très courant en Méditerranée orientale à l'époque, l'imatium, appelé en latin pallium ou palla pour les dames, qui lui est tissé en une seule pièce aussi, mais est décoré beaucoup plus succinctement par des motifs de tapisserie dans les angles. Et là aussi, l'abondance de ces vêtements qui sont distingués justement par ces signes en tapisserie généralement en angle correspondant au coin nous permet de faire des analyses d'ordre statistique. On va voir aussi que la décoration relativement qui prend peu de place de ce vêtement permet des décors prestigieux avec utilisation de la pourpre. On trouve dans ce type de vêtements également des documents exceptionnels, comme ce fragment de pallium identifié juste par la terminaison des petites indentations du motif de tapisserie en angle. On a là un document tout à fait extraordinaire parce qu'il est tissé avec un type de sergé losanger qu'on ne retrouve que dans ces sites, mais de manière exceptionnelle, et surtout dont les prototypes, enfin les exemples, sont Palmyre et Doura Europos, les textiles découverts dans ces deux sites. Avec uniquement à Doura Europos l'association de ce type de tissage et l'utilisation de pourpre pour la réalisation du décor en tapisserie. Et l'iconographie aussi nous rapproche de la Syrie, puisqu'en fait on a cette représentation de Moïse. Aussi bien ce sont des dessins qui ont été faits d'après, juste à la découverte des fresques, et à chaque fois les archéologues ou les gens qui ont reproduit par la peinture ces motifs, ces personnages, ont insisté sur le fait qu'il y avait ce décor de carreaux dont on voit maintenant qui correspond à un type de tissage. On trouve aussi parmi ce type de vêtements un imation qui a dû être extrêmement chaud puisqu'en fait il est doublé par ces rangées de boucles portées à l'intérieur et décoré par un signe en tapisserie pourpre, comme vu précédemment. Un autre apport extraordinaire des Présidia a été celui de fragments qui correspondent aux capes semi-elliptiques, tissés en forme. Ce sont des vêtements extraordinaires du point de vue technique de tissage, parce que vous voyez qu'ils sont extrêmement larges. Alors, ils ont des capuchons ou pas de capuchons, souvent décorés de bandes de pourpre. Ils sont de l'ordre de, quelquefois, jusqu'à 2 mètres de large en plus grande largeur. Ils représentent aussi un travail de tissage extraordinaire, dont on ne trouve plus aujourd'hui l'équivalent que pour les burnous dans certaines régions du Maroc, dans la mesure où ils sont tissés en forme, ce qui veut dire tisser des lisières courbes en rentrant progressivement les fils de trame et en abandonnant une partie des fils de chaîne. Alors là, on a plusieurs exemples de ce type de tissage à lisière courbe, parce qu'on a, à Didumoy notamment, retrouvé des portions de ces lisières courbes avec les franges qui les bordent. Et ça a donné, si vous voulez, corps, ça a correspondu avec ces représentations de soldats identifiés par leur baudrier et quelquefois par un pommeau d'épée qui est représenté sur l'épaule du personnage.
et qui sont presque tous en train de porter des capes bleu marine. Et jusqu'ici, on ne se rendait pas compte à quel point le tissage de ces capes était standardisé. En fait, on a des types de sergés damassés à bande ou damassés en carreaux. Je remercie les collègues ici présentes qui m'ont aidé pour la terminologie en français de ces armures complexes, et donc qui correspondent à des types de tissage très particuliers, mais où là encore l'abondance des fragments retrouvés a permis de montrer qu'il n'y avait pas un seul type, mais une certaine marge de variation au sein d'un type assez particulier. Donc on a certainement des centres de production très localisés, mais on en a plusieurs, ou alors on a des centres de production où travaillent ensemble des tisserands qui ont des traditions un peu différentes. On a aussi, grâce à ces sites, montré qu'il y avait sur les sites mêmes une certaine activité de façonnage, de retravaillage des textiles. Ce n'étaient pas des grands centres textiles, ce n'étaient certainement pas des centres de teinture, puisqu'il n'y a pas d'eau dans le désert, mais c'était des sites où il y avait probablement, et même certainement du filage, probablement du tissage. Notamment, Adam Bülow-Jacobsen a publié récemment un fragment parlant de la nécessité d'envoyer une tisserande à la rescousse d'une autre pour arriver à bout d'un type de textile dont je pense qu'il pourrait s'agir d'une de ces capes où on a besoin d'être deux pour tisser de grandes largeurs. Et donc on a aussi le retravail, la reprise de ces capes. Ce sont des tissus grands, difficiles à tisser, donc précieux, qui vont presque jusqu'au sol par leur dimension. Quand ils sont usés, ils commencent à s'user par la lisière courbe, par ce qui est le plus proche du sol. Et au lieu de les jeter, on va commencer par les raccourcir et récupérer et les remettre en forme. Et donc, ce qu'on récupère sur les sites, ce sont ces déchets, ces abats de tissu avec leur lisière d'origine. Et ça a énormément changé notre vision de même un ostracon publié par Hélène Cuvigny de Mosclodianus parle de la visite d'un de ces retoucheurs. En l'occurrence, il s'appelle, son nom de profession est un épétesse qui dont la fonction était peut-être de retoucher ses vêtements. Et on a aussi, grâce à ces tout petits fragments, accumulé les éléments d'un puzzle de cape à capuchon, dont une des caractéristiques est d'être décoré par des bandes de pourpre et d'être réalisé dans des tissus tout à fait particuliers. C'est sergé extrêmement dense et une qualité de tissage tout à fait extraordinaire, avec un nombre de fils de trame extraordinaire par centimètre, et toujours des bandes pourpres. Un autre type de cape parle, lui, de correspondances qui ne sont pas cette fois au sein de la Méditerranée orientale, mais rappellent la présence de soldats européens jusque dans le désert oriental d'Égypte, avec ces sergés 2-2 à système de filage en Z dans les deux sens, qui correspondent, de l'avis de tous les spécialistes des textiles archéologiques contemporains en Europe, à un type de filage extrêmement présent en Europe même méditerranéenne et nordique et centrale. Un autre apport de nos travaux a été au niveau de l'analyse des colorants. Ça a été très compliqué du point de vue diplomatique dans les relations avec les autorités égyptiennes pour obtenir l'autorisation, pour faire venir les prélèvements nécessaires pour des analyses fines. Et ces travaux ont permis de montrer l'importance de la vraie pourpre dans ces tissus
dont on pensait qu'ils appartenaient à des gens relativement modestes. Alors, il faut penser à l'influence des recyclages au sein des kentrones, comme je vous en ai parlé au début, mais on a aussi des tissus qui ont été abandonnés, un premier dépôt dans le dépotoir, donc qui ont appartenu à des gens qui ont vécu dans ces sites. On trouve là, donc je vous rappelle les sources de cette pourpre, sont des coquillages. La quantité de pourpre est nécessaire et la quantité d'animaux est très importante puisque la pourpre est contenue dans cette minuscule glande au sein de chaque individu. Et nos travaux ont eu l'heureuse coïncidence qu'il correspondait à un programme de recherche sur l'analyse de la pourpre mené en collaboration avec des collègues polonais, qui a permis d'affiner l'identification des différents composants indigoïdes de la pourpre de mollusques. Le résultat, ça a été donc de pouvoir quantifier quantifier ce qu'il fallait comme trame pourpre pour décorer les principaux vêtements que je viens de vous présenter. Et donc là, on voit très bien que ce petit H représentait très très peu. On pouvait très facilement décorer une tunique avec un tout petit signe comme celui-là en vrai pourpre. Une bande plus large comme celle-ci, correspondant au clavus d'une tunique, où vous voyez que par la présence de dibromo-indigotine et monobromo-indigotine, on a identifié la vraie pourpre, demandait plus de fils. Là, on a besoin, pour une tunique courte allant jusqu'au genou, on aurait besoin de 888 mètres. Pour une tunique longue allant jusqu'à la cheville, on a besoin d'une plus grande longueur de fil. Ce que j'ai marqué ici, c'est le diamètre de fil, la grosseur de fil qu'on repère à la binoculaire en étudiant les fils qui ont été réellement utilisés pour le tissage de cette tunique et qui nous donne un numéro métrique, c'est-à-dire un poids de fil par kilomètre qui correspond aux normes industrielles actuelles. Et on voit que dans un statère de fil, on a 1008 mètres. Vous allez voir l'importance de ce statère, qui est une mesure de poids romaine qui est apparue à la lumière de ces travaux comme le standard, la quantité standard pour la commercialisation de la pourpre. Donc on a continué ce travail sur tous les vêtements où a été identifié de la vraie pourpre. Dans ce cas-là, la pourpre a été sans doute apparaissant trop bleue, a été corrigée avec un insecte à teinture rouge, le kermès des teinturiers, identifié par la présence d'acide kermésique. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a besoin de 510 à 638 mètres de fil pourpre pour cette largeur de tunique et pour cette grosseur de fil. On est là encore en dessous dans des quantités, on est à peu près dans les quantités fournies par un statère. De même, alors c'est encore plus évident pour les imationes où les ornements en vraie pourpre sont beaucoup plus petits. On a largement les quantités nécessaires par rapport à la dimension des ornements que nous mesurons et la grosseur de fil que l'on peut mesurer. Dans tous les imationes, c'est le cas. Et même pour ces vêtements très larges, où on a besoin de grandes quantités de trames pourpres, si l'on mesure les fils, la grosseur des fils et la densité avec laquelle ils ont été tissés, on voit qu'on a encore la possibilité d'avoir suffisamment de fils pour le poids d'un statère. C'est le cas encore ici, là c'est un cas un peu limite avec une très large bande qui a dû être très longue et qui demandait quand même beaucoup de fils. Ce qu'on peut mettre en relation avec ces travaux, c'est l'importance économique de la pourpre dans le monde égyptien de l'époque et plus largement dans l'Empire romain oriental. Avec cette apparition, grâce à l'étude des papyrus,
du stataire, c'est-à-dire une quantité, un poids relativement minime, comme étant la référence dans le commerce de la pourpre. Et d'après ce que je vous ai montré précédemment, le fait que les quantités qu'on mesure sur les tissus des présidia correspondent à ce poids de pourpre. Et donc on a des quantités qui n'étaient pas complètement hors de portée, même de salaire moyen, comme cet ostracon de Mons Clodianus, qui m'a été traduit, signalé et qui va être publié par Adam Bülow-Jacobsen et qui met en relation le prix de la pourpre, pour une fois, avec un salaire réel de quelqu'un qui travaillait comme carrier sur Mons Clodianus. Ça aurait pu être aussi Domitiane Caïné Latomia. Donc c'est un peu en conclusion, mais on ne peut pas faire de conclusion quand on travaille sur des corpus aussi énormes que ceux dont il s'agit. Les premières impressions plutôt qu'on peut avoir, c'est tout d'abord de l'importance du textile, de la production textile dans l'Égypte de l'époque. C'est certainement un des grands pays de production textile. On a aussi une vision complètement nouvelle de l'activité liée au textile qui pouvait avoir lieu sur ces présidia, avec la mise en évidence de l'importance d'une branche, non pas de production, mais de récupération des textiles, avec la présence de ces kentrones et tous ces exemples de ravaudage, de rapiessage, de coupage et de rafistolage des bords des capes. Une autre impression très importante, c'est celle non pas des échanges tellement économiques, parce qu'ils sont difficiles à préciser, on va certainement en discuter plus tard, mais plutôt d'une espèce de melting pot technique, influence grâce à la présence de soldats qui viennent des différentes parties de l'Empire, donc l'arrivée sur le sol égyptien de toutes sortes de produits textiles correspondant à différents modes de tissage, différentes traditions de filage, différents modes de couleurs. Et on a l'impression que les tisserands locaux sont impressionnés, observent, reproduisent. Donc on a à la fois les originaux, abandonnés par les soldats qui viennent de ces pays dans les dépotoirs, et puis les imitations qui ne tardent pas à surgir et qui quelquefois sont faites avec des techniques filage, tissage qui sont plus familières aux indigènes, aux Égyptiens, qu'ils soient égyptiens d'origine ou grecs installés en Égypte ptolémaïque puis romaine. Et ça n'est pas sans parallèle, je pense, avec la situation de l'Empire romain et de l'Égypte à l'époque, avec cette cohabitation d'un langage commun, le grec, avec les idiomes locaux, avec les langages parlés par les différentes personnes. On a la même chose avec les textiles, une espèce de pot commun, de production textile commune, de vêtements communs, la tunique, l'himation, les capes semi-elliptiques. Et puis ces productions communes sont réalisées sans abandonner les traditions très fortes de filage et de tissage héritées par les petites filles et les petits garçons de leurs parents. Je terminerai sur cette conclusion provisoire. Merci.